Bonjour, Monsieur le Président, honorable assistance. Aujourd'hui, je vais vous présenter un théorème de Hartmann-Gromman pour des équations de réaction-diffusion scalaire. Le travail existe déjà, mais nous comptons ou bien nous envisageons de le généraliser, de donner une généralisation. Pour cela, nous allons commencer par une petite introduction. Ensuite, nous allons énoncer les hypothèses et la notation. Ensuite, nous allons donner l'idée de la preuve du théorème 1. C'est le théorème principal du papier. Et enfin, nous allons parler ou bien nous allons donner la discussion. Alors, en ce qui concerne l'introduction, parmi les motivations qui mènent à la théorie des variétés invariantes, c'est l'étude des systèmes dynamiques générés par des équations d'évolution, des équations aux dérivées partielles ou des équations à retard. Ces équations peuvent être écrites sous forme d'équations différentielles abstraites, c'est-à-dire des équations différentielles dans un espace fonctionnel de dimension infinie. Et comme les systèmes dynamiques linéaires sont plus faciles à étudier et à classifier, alors nous sommes intéressés par le résultat de linéarisation de Hartmann et Gromman. Ce résultat est établi au voisinage d'un point singulier hyperbolique et il consiste à conjuguer topologiquement, c'est dans le cadre continu, un difféomorphisme respectivement un champ de vecteurs à sa partie linéaire dans le voisinage d'un point fixe hyperbolique ou bien respectivement un point singulier hyperbolique. Car un point singulier hyperbolique, c'est le point fixe pour le flot associé au champ de vecteurs. Ce résultat de linéarisation est obtenu comme conséquence de l'existence des variétés invariantes locales, stables et instables, et des feuilletages invariants locaux, stables et instables. De plus, les problèmes de linéarisation et de conjugaison pour des équations différentielles ordinaires et les difféomorphismes au voisinage d'un point fixe en utilisant la théorie des variétés invariantes a été étudiée par plusieurs auteurs et la littérature sur ce sujet est très vaste. Et dans le papier dont nous traitons, l'auteur a montré que pour une équation scalaire parabolique avec condition au bord de Dirichlet, avec condition au bord de Dirichlet, l'équation est la suivante, pardon. Voici l'équation. Telle qu'on a les conditions au bord, où A est continu, F est de classe C1 et satisfait F de x0 égale 0, et F' par rapport à U de x0 est égal à 0, peut être linéarisé par un homéomorphisme au voisinage d'une solution stationnaire hyperbolique. Plus précisément, soit E égale H01 de 0π et U un voisinage ouvert de 0 dans E, définissons F puissance E de U, c'est F de XU pour chaque U dans E. On suppose que FE est défini de U dans E et de classe C1 avec FE de 0 égale 0 ainsi que sa dérivée. Nous allons établir maintenant le résultat principal du papier.
Sous les hypothèses précédentes, il existe un voisinage ouvert V de 0 dans H01 de 0pi et un homéomorphisme phi de V dans son image qui est inclus dans H01 de 0pi tel que si U de Tx est solution de 1 de la première équation, et U de T appartient à V, alors phi de U de Tx est solution de l'équation linéaire ci-dessous, telle que V égale 0, qui vérifie les conditions au bord de Dirichlet. Et si V de Tx est solution de 2 de cette équation, alors et V appartient à phi de V, alors l'image réciproque de V par phi est solution de la première équation. L'idée est de montrer l'existence d'une infinité de variétés invariantes de dimension 1 et l'existence de feuilletage invariant. En utilisant ces variétés invariantes de dimension 1 comme des nouveaux axes et en utilisant les feuilletages invariants pour tracer de nouvelles coordonnées, on peut découpler l'équation ci-dessus en une infinité d'équations de systèmes de dimension 1. Ensuite, on linéarise chaque équation de dimension 1, on les regroupe et on obtient une linéarisation continue, une linéarisation topologique. Maintenant, nous allons établir les hypothèses et la notation. Pour une étude locale, soit x égale L2 de 0pi, et A appliqué à U est égal à moins Laplacien plus, c'est un petit changement de variable, pour un U régulier. A est un opérateur dense auto-adjoint dans X avec le domaine D de A égal à cette intersection, soit θ une fonction régulière définie comme suit de l'intervalle 0 plus l'infini dans 0,1, dans l'intervalle 0,1. Cette fonction est utilisée pour éliminer les singularités pour une fonction donnée par multiplication. F rho de U est égal à θ indice rho de la norme de U multipliée par FE de U, où la norme c'est la norme usuelle de l'espace H01. F indice rho est de classe C1 de E dans E, et le max sur U de la norme de F rho tend vers 0 quand rho tend vers 0. Et ainsi pour la dérivée. Lip F rho désigne la constante de Lipschitz de F rho. On considère maintenant l'équation modifiée. Donc l'équation 1, suite au changement de variable qu'on a utilisé, devient comme ça une équation d'évolution. On peut voir que l'équation numéro 1, c'est la même que l'équation numéro 3. Dans la boule de centre 0 et de rayon ρ. En utilisant la théorie de Sturm-Liouville, on peut avoir, on a que le spectre de A contient que des valeurs propres simples qui vérifient cette séquence.
Et les fonctions propres correspondantes sont E1 jusqu'à En, ainsi de suite, forment une base orthogonale de E. De plus, lambda n est donné par n au carré plus petit o de 1, quand n tend vers plus l'infini. Alpha n, c'est le minimum entre ces deux quantités. Et alpha, c'est le min de alpha n sur n. Alors, on a n sur alpha n est égal à grand O de 1 quand n tend vers plus l'infini et alpha strictement positif. Soit En, l'espace engendré par En orthogonal, c'est l'ensemble engendré par E1 jusqu'à En-1. On enlève juste le En ici. Et ENM, c'est l'ensemble engendré par les vecteurs En jusqu'à En pour M supérieur strictement à N. Soit Pn orthogonal et Pnm, les projections correspondantes. Et ANM, c'est la restriction de A sur ENM. Et on écrit U appartient à E comme U, c'est la somme des UN où UN appartient à E. La preuve du théorème 1 est basée sur ces deux théorèmes. Le premier théorème, on énonce le premier théorème, soit ρ positif assez petit et tel qu'il vérifie cette inégalité. Et alors, il existe un homéomorphisme phi de E dans E, tel que phi envoie une solution de l'équation 3 à la solution de ce système. De plus, en plus des hypothèses du théorème 1, si on choisit ρ strictement positif, tel qu'il vérifie 4 lip, la constante de Lipschitz f ρ sur lambda inférieur strictement à 1, alors il existe un homéomorphisme psi de E dans E, tel que psi envoie une solution du système 4 en une solution de l'équation numéro 5. Et psi moins 1 envoie une solution de 5 en une solution de 4. Alors, soit V égale la boule de centre 0 et de rayon ρ, où ρ est donné par le théorème 3, par le théorème 2 et le théorème 3, soit phi étoile égale psi rang phi, alors phi étoile est un homéomorphisme de V dans son image par phi étoile et transforme l'équation 1 à l'équation 2. Alors, nous allons passer maintenant à la partie discussion. Dans ce papier, l'équation non linéaire numéro 1 est linéarisée par un homéomorphisme au voisinage dans le voisinage d'une solution stationnaire hyperbolique, où A est un opérateur auto-adjoint et FE est de classe C0. Nous espérons que ce résultat peut être généralisé au cas où l'homéomorphisme de linéarisation soit un difféomorphisme pour des équations plus générales, tel que l'opérateur A soit un opérateur sectoriel non borné et FE soit de classe C1, une fonction de classe C1 dans un espace de Banach. L'équation non linéaire numéro 1 va être linéarisée par un difféomorphisme dans un voisinage d'une solution stationnaire hyperbolique. Si on suppose que l'opérateur A est un opérateur sectoriel non
alors le semi-groupe, entre parenthèses un semi-flot, généré est un semi-groupe analytique. De notre côté, trouver un difféomorphisme de linéarisation est équivalent ou bien revient à trouver une variété ou bien une sous-variété invariante par le flot ou bien le semi-flot associé à l'équation, qui devrait être au moins de classe C1, généré par l'équation différentielle. La preuve serait basée sur la formule de variation de la constante, car la variété invariante considérée n'est rien d'autre que le graphe du semi-groupe qui est obtenu en appliquant la formule de variation de la constante. C'est tout ce qu'il y a dans la partie discussion, c'est l'idée de la démonstration. Ensuite, voici quelques bibliographies et merci pour votre attention.